Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler protection sociale du dirigeant. Donc avant de créer ou de reprendre une entreprise, la majorité des gens sont passés par le stade du salariat, donc affiliés à la sécurité sociale et autres, et quand ils s'y matriculent, ils savent pas trop comment ça marche, cette fameuse protection sociale des indépendants, donc auprès de qui ils sont affiliés, auprès de qui ils cotisent, ce à quoi ils ont droit. Donc aujourd'hui justement, pour vous permettre de vous y retrouver, deux invités. Véronique Berruyer, donc, qui est responsable de l'antenne Côte d'Azur de finance et pédagogie. Donc bonjour Véronique. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que finance et pédagogie ? Alors, Finance et Pédagogie, c'est une association loi 1901. On existe depuis 1957 et on déploie des actions de formation et d'information, des réunions d'information auprès de tout public. Donc, ça peut être des particuliers, mais également des professionnels, des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise, sur toutes les questions d'argent, donc les questions budgétaires, financières, les crédits, les assurances et bien sûr, un des éléments importants pour le chef d'entreprise, c'est sa protection sociale. Quand on parle de protection sociale, on parle d'argent. Donc moi j'ai à cœur d'apporter ces informations-là qui sont très très importantes dans la vie du chef d'entreprise. Ok, merci. Et donc Laura Luciani, qui est agent général d'assurance. Donc bonjour Laura. Bonjour. Donc vous êtes notamment bénévole au sein du réseau Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Votre métier, c'est agent général d'assurance, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un agent général ? Oui, alors je suis agent général Generali. Mon agence est située à Villeneuve-Loubet. Nous sommes une équipe de 6 personnes, donc je travaille en association. Nous sommes 2 associés avec 4 collaborateurs. Alors je suis ravie aujourd'hui d'être présente sur cette table ronde parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui souvent n'ont pas pris la mesure de l'importance d'une protection sociale complémentaire. Et donc, je suis ravie de pouvoir participer et d'apporter mes solutions assurantielles. Alors c'est génial parce que justement, Madame Luciani pourra vous apporter des exemples concrets de cas qu'elle a rencontrés du coup dans sa carrière professionnelle. Alors tout d'abord, Véronique, Oui. Qu'est-ce que la protection sociale et quels risques ça couvre ? Alors, la protection sociale, ça va couvrir 3 grands risques qui sont la vieillesse, la famille et la maladie. Alors ça, c'est l'ensemble. Hein. Et quand on parle de ces grands risques, on va parler, alors je regarde parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont couvertes. Hein. Il y a l'assurance maladie, maternité, paternité. Vous avez la retraite de base et la retraite complémentaire avec une petite parenthèse sur la retraite complémentaire, mais on en parlera quand on abordera la retraite. L'invalidité, l'accident du travail, la maladie professionnelle. Alors ça, est-ce qu'on peut juste faire une aparté Oui. avec l'assureur pour que vous nous disiez précisément ce que c'est que l'invalidité, l'incapacité, qu'est-ce que c'est qu'être en incapacité au final ? Être en incapacité, c'est ne pas pouvoir exercer son métier, soit pour une cause de maladie, d'accident ou d'hospitalisation. Alors cette nuance est importante parce qu'elle va déterminer derrière les franchises sur un contrat d'assurance. Ça empêche donc le gérant de travailler. Cet arrêt de travail, il peut être plus ou moins long selon la nature de ce qui lui est arrivé. Et il peut aussi déboucher sur une invalidité. Au bout de combien de temps ? Un arrêt de travail, c'est combien de temps maximum ? Un arrêt de travail, c'est maximum 3 ans. Et au bout de 3 ans, on est classé en invalidité. Alors ça peut être réduit selon la pathologie, mais le maximum, c'est 3 ans. Alors ce qu'il faut savoir, mais on va peut-être en parler après, c'est que la sécurité sociale, elle, n'indemnise que sur 365 jours. Oui, on verra tout à l'heure les exemples avec Véronique. C'est un bon exemple à prendre après pour comprendre justement le mécanisme. Donc ça, c'est l'incapacité et la différence avec l'invalidité. L'incapacité, parce que l'invalidité, c'est je ne peux plus exercer mon travail de manière partielle ou totale, ça dépend du problème de santé, et c'est la CPAM qui va déterminer le niveau d'invalidité et c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui va mettre en invalidité la personne. Donc l'incapacité c'est temporaire, voilà. Et l'invalidité c'est permanent.
Exactement. Pas forcément total, mais permanent. Voilà, c'est permanent dans la durée, Oui. mais c'est pas total dans le niveau de compensation financière et de prise en charge. D'accord, ok, merci. Et je voulais juste, puisque tu parlais tu as utilisé des petits termes d'assurance, franchise, délai de franchise, délai de carence, qu'est-ce que tu peux nous dire la différence? C'est important hein, dans la lecture du contrat. J'ai un contrat, qu'est-ce que il faut que je puisse comprendre les Exactement. Alors contrat. le délai de carence, il est fixé en général, c'est plutôt sur une pathologie, ça va pas être général, ça va être sur une pathologie par exemple le psy, on va dire, ça revient régulièrement et l'assureur va déterminer par exemple une franchise d'1 an sur tout ce qui est affection psychologique. Voilà, ça c'est le délai de carence. Après la franchise, c'est différent. C'est en cas d'arrêt de travail, on fixe un niveau de franchise par rapport à la nature de l'arrêt de travail. En général, on met un délai de franchise plus important sur la maladie parce que ça a un impact sur la cotisation derrière et on le réduit le plus possible sur l'accident et l'hospitalisation. Donc ça, on sera pris en charge au bout Oui, d'un certain exactement. délai, plus ou moins long selon Tout à fait. l'importance. Par exemple, si on prend un exemple concret, on pourrait très bien dire qu'on met 15 jours de franchise sur de la maladie. Donc on prendra en charge l'arrêt de travail qu'à partir du 16e jour. Par contre, on réduit à 0 ou 3 jours l'hospitalisation et l'accident. Oui. Et là, dans ce cas, dès le 4e jour, on intervient. Pour la maladie, on sait pertinemment qu'un chef d'entreprise Oui, ne va pas s'arrêter pour exactement, un c'est ça. Donc ça permet de réduire quand même le coût de la cotisation en mettant une franchise un peu plus longue sur la maladie parce que c'est quand même l'arrêt de travail qu'on a le plus de facilité à gérer. Par contre, l'accident ou l'hospitalisation, là, ça nous tombe dessus et on peut pas du tout aller travailler, on peut pas le gérer. Et c'est en fait en cohérence avec les délais de remboursement, enfin de prise en charge de la CPAM, hein, c'est tous les 15 jours à partir du 15e jour, donc c'est tout à fait courant. Alors donc dans l'étendue de la couverture, on a parlé donc de la validité de l'accident du travail, la maladie professionnelle, il y a les prestations sociales et il y a aussi la formation professionnelle, donc ça c'est un petit bout de cotisation qui nous revient en propre et qui sort de la prévoyance, puisque là on est sur de la formation professionnelle. Alors là, moi, je vous ai donné l'étendue de la couverture, mais selon les statuts, on n'aura pas droit à tout ce que je viens d'énumérer. Donc, c'est très important de savoir quel est le statut social que l'on a quand on est chef d'entreprise par rapport au statut juridique. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir ceux pour lesquels on sera pris en charge ou ceux pour lesquels il y aura une exclusion. Et c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre tout ça pour après... l'idée c'est pas d'être fataliste, c'est de dire bon là il y a une faiblesse, je me tourne vers mon assureur et je prends de la prévoyance. On va passer à l'écran les statuts juridiques justement pour que les gens comprennent bien le lien entre le statut juridique et ce que ça va induire notamment sur le statut social du dirigeant et donc sur ses garanties. Et sa protection, voilà. Alors là moi je vais parler de la protection obligatoire, hein, par rapport à l'assureur où on est sur de la protection, de la prévoyance volontaire. Donc, quand on est en entreprise individuelle, il y a 2 statuts sociaux. L'entreprise individuelle, il y a l'entreprise individuelle au réel. Alors, c'est très simple, hein, c'est j'ai un chiffre d'affaires, je peux déduire toutes mes dépenses, y compris certains contrats de prévoyance. Il me reste un bénéfice sur lequel je vais payer des charges sociales. Ça, c'est le modèle de l'entreprise individuelle au réel, mais ça peut être aussi le modèle de la SARL. Dans l'entreprise individuelle, il y a aussi le statut social, le micro-social, qui est la micro-entreprise. Et là, j'ai un autre statut. Alors, je suis toujours, vous voyez, deuxième colonne, travailleur indépendant, j'ai le statut de travailleur non salarié, mais je n'ai pas la même protection sociale. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Quand je suis en entreprise individuelle au réel, je paie des charges sociales, en gros, hein, je donne toujours une fourchette, hein, une estimation entre 45 et 55% de charges sociales payées sur le bénéfice ou la rémunération du chef d'entreprise. Quand je suis en micro-entreprise, je vais payer des charges sociales, je vous donne une estimation entre 12 et 22% de charges sociales.
sur le chiffre d'affaires. Donc déjà, on n'a pas la même base de calcul, parce que l'un c'est sur le bénéfice, l'autre c'est sur le chiffre d'affaires, et surtout on n'a pas du tout les mêmes taux de cotisation. Donc simplement on comprend très vite que quand on paie 12% de charges sociales, on ne peut pas avoir la même protection que quand on en paie 45%. Ça doit tout de suite alerter. Et il y en a beaucoup aussi qui déclarent 0 chiffre d'affaires. Alors ça, c'est hyper dangereux, parce que derrière, il n'y a aucune protection sociale. Voilà. C'est-à-dire que je suis je suis maçon par exemple, je déclare 0 chiffre d'affaires, j'ai un accident sur mon chantier, j'ai aucune protection sociale, c'est-à-dire que j'ai aucune indemnité ou rien du tout. Non, 0 chiffre d'affaires, 0 charge sociale, 0 protection. Donc le calcul il est simple. On ne peut pas dire je déclare 0 alors que je suis sur le chantier. Donc ça veut dire que je travaille malgré tout. Donc j'ai pas déclaré mes recettes. Et de dire moi je déclare 0 pour ne pas payer des cotisations, mais je veux bien que les autres paient pour moi si il m'arrive quelque chose. Il y a un principe de solidarité qui correspond pas du tout à notre système de solidarité justement. Et alors ce que tu décrivais par contre tout à l'heure, au réel, normalement, si j'ai... Alors, la différence, il y a une autre différence, effectivement, au réel. C'est que quand on est au réel, on est obligé de payer des charges sociales tous les mois ou tous les trimestres, selon le minimum. Et il y a un minimum et on va payer des... Alors, j'étais un petit peu loin parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on payait des charges sociales sur son bénéfice. On paye des charges sociales sur son résultat, qu'il soit positif, nul ou négatif. Ça veut dire que même s'il est négatif, on va vous obliger à payer un minimum de charges sociales qui n'est pas énorme. Et du coup, on le vit comme une contrainte. Moi, je vous dis, vivez-le comme une sacrée protection sociale parce que là, du coup, forcément, comme je paie tout le temps des charges sociales minimales, au pire minimal, j'aurai une protection et on verra sur les montants d'indemnisation sur l'arrêt maladie, il n'y a pas photo. D'accord, ok. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc quand je suis dans l'ASARL, le modèle de l'ASARL, vous voyez, on va avoir le statut de travailleur non salarié si on est majoritaire. Donc forcément en EURL ou SARLU, c'est le modèle de la SARL quand je suis tout seul, je suis forcément majoritaire, donc je ne peux être que travailleur non salarié, avoir le statut d'indépendant. En SARL, quand il y a plusieurs associés, je peux avoir le statut de salarié assimilé, mais ça suppose que je ne suis plus majoritaire. Donc, on peut avoir ce statut-là de salarié assimilé. Et le mot assimilé a un sens, sinon on aurait dit tout simplement salarié. Donc, on verra à quoi correspond ce sens de assimilé. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait salarié. Et enfin, dans la SAS ou sa déclinaison seul associé unique, la SASU, le chef d'entreprise qui est président, il ne peut avoir comme statut que salarié assimilé. Donc vous voyez, on ne peut pas choisir. C'est le statut et pour certains cas le niveau de détention du capital qui fait que ça va induire un statut ou pas. Alors par contre, est-ce que le président d'une SASU est couvert exactement de la même manière qu'un salarié standard ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a droit aux aides de France Travail, aux indemnisations de France Travail, si jamais... Alors ça va être la grande différence entre salarié et salarié assimilé. Alors salarié assimilé, ça veut dire que j'ai toutes les caractéristiques de la protection sociale du salarié, sauf le chômage. Je ne suis pas couvert par le chômage. Ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, je perds mon emploi de salarié assimilé dans l'entreprise que j'ai créée, je ne pourrai pas bénéficier d'un revenu de remplacement qui s'appelle l'allocation retour à l'emploi, l'allocation chômage. Je n'en bénéficierai pas. Alors, on en a discuté, il y a une prévoyance qui existe. Voilà, à chaque fois qu'il nous manque quelque chose dans la protection sociale obligatoire, on peut se dire, je me tourne vers l'assureur et je lui demande est-ce qu'il est pertinent de prendre une assurance chômage quand j'ai ce statut-là. Oui, alors il existe des organismes spécialisés dans l'assurance chômage qu'il peut être intéressant de prendre. Il faut savoir que ça a quand même un certain coût, donc il faut vraiment être certain
voilà, de voir un petit peu l'intérêt en fait de cette couverture. Elle permet d'assurer jusqu'à 80% des revenus, ce qui est quand même intéressant. Par contre, il faut aussi savoir que si je suis un président de SAS mais que je ne me rémunère pas, que je ne prends que des dividendes, je ne pourrai pas rentrer dans ce dispositif, bien que ce soit une assurance complémentaire. Il faut avoir quand même une base de revenus stable pour pouvoir prétendre à ce type d'assurance. Donc ça veut dire qu'on peut se dire que c'est pas forcément la prévoyance qu'on va prioriser quand on va rechercher. Je dirais que non. Je dirais que c'est un peu peut-être la cerise sur le gâteau pour boucler la boucle. Mais il y a quand même d'autres assurances avant qui sont, je pense, plus pertinentes parce qu'elles font prendre un risque beaucoup plus important aux chefs d'entreprise. Et c'est le risque qu'on ne maîtrise pas en fait. Et c'est celui de l'arrêt de travail, de l'invalidité, du décès. Et il y en a d'autres, mais en tout cas en termes de prévoyance, c'est plutôt ces risques-là qui sont à prioriser. Est-ce que vous auriez un exemple ou plusieurs exemples justement de chefs d'entreprise que vous avez accompagnés qui n'ont pas souhaité s'assurer justement au niveau de la prévoyance, incapacité ou invalidité, et qui sont confrontés maintenant à une problématique Oui, bien sûr. Alors, j'ai heureusement pas eu de cas graves, on va dire, mais par contre, j'ai été confrontée à plusieurs chefs d'entreprise qui, c'est toujours, ça n'arrive qu'aux autres. On en parle, on en discute, on réfléchit peut-être un peu trop longtemps. Souvent, quand on crée son entreprise, le chef d'entreprise met un petit peu en bas de la liste la partie prévoyance, parce que c'est vrai qu'il a d'autres assurances à prendre, et il faut d'abord penser à ses assurances de biens, à son local, à sa responsabilité civile. Donc souvent, c'est un petit peu, comme c'est pas obligatoire, c'est un petit peu ce que je mets à la fin. Malheureusement, ça m'est arrivé d'avoir des chefs d'entreprise qui ont mis de côté cette garantie-là et qui se sont retrouvés en arrêt de travail et qui du coup n'ont pu se tourner que vers la sécurité sociale pendant leurs quelques mois d'arrêt de travail. Et c'est vrai que la sécurité sociale, on est sur des indemnisations qui sont très minimes et c'était des gens qui gagnaient confortablement leur vie. Donc heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, ça a duré quelques mois, c'est déjà beaucoup. Mais on aurait pu se retrouver face à des cas plus graves qui découlent vers de l'invalidité et qui se retrouvent sans complément de rémunération jusqu'à la retraite. Ça va influer évidemment pour les personnes qui gagnent très bien leur vie parce qu'ils n'auront pas une indemnisation correspondant à leurs revenus, mais elle est très importante pour ceux qui sont dans des revenus moyens parce que là pour le coup on vit quand même alors qu'on ne travaille plus et que tout s'arrête. Surtout, je pense surtout aux entreprises, aux petites entreprises où le chef d'entreprise est tout seul, où il n'y a pas de salariés, parce que là, du coup, la maladie, c'est tout se fige. Tout à fait. Donc, et puis de toute façon, nous, le grand risque. En tant qu'assureur, on ne peut intervenir que s'il y a avant nous une rémunération de toute façon. Donc même le chef d'entreprise qui ne va toucher entre guillemets bien sûr que 1 500 € par mois, il va être, alors peut-être pas les derniers plafonds en tête, mais schématisons, 1 500 € par mois, la sécurité sociale ne va lui donner que 750. Donc voilà, c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que s'il est en arrêt de travail, voire en invalidité, il aura une rente de son régime obligatoire, mais il est quand même intéressant de la compenser. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'affiliation à la sécurité sociale, elle dépend évidemment de la rémunération. Et donc, on a assisté ces dernières années à une grande mode. Il y a quand même un petit effet de mode où on dit, moi, je veux être en SAS ou en SASU. Comme ça, j'ai le statut de salarié assimilé et j'ai toute la couverture que je connaissais, c'est-à-dire que je connais bien, c'est celle que j'avais avant quand j'étais salarié d'une entreprise. Donc on a déjà vu qu'il n'y a pas le chômage et qu'ils vont un petit peu plus loin en disant mais nous on veut on va créer cette SAS, comme ça on pourra avoir le statut de salarié, mais on ne se rémunère pas, on se rémunérera en dividende, ça veut dire rémunérer pas de salaire, pas d'indemnité, parce que pas de rémunération, pas de charge sociale, pas de couverture sociale. On ne peut pas avoir à la fois je ne cotise pas de charge, je paie pas de charge sociale et je veux avoir une protection sociale, ça c'est pas possible. Et attention aussi, c'est là moi où je renvoie les chefs d'entreprise vers leur expert comptable. Attention parce qu'il y a quand même aussi un petit danger sur je ne me paie qu'avec les dividendes, comme ça je ne paie pas de charge sociale. Alors il faut déjà avoir 1 an d'avance de revenus, mais ça peut être l'ARE, l'allocation retour à l'emploi qui peut faire la jonction. Mais attention, vous prenez des dividendes, il y a une règle de proportion entre les dividendes et le capital que vous avez mis.
Voilà, donc discutez-en avec votre expert comptable parce que vous pensez peut-être que vous n'allez pas payer de charges sociales sur les dividendes et que finalement vous allez en payer. Parce que voilà, normalement la règle elle dit que vous payez des charges sociales pour le montant des dividendes supérieur à 10% de votre capital. Mais si vous avez mis 1 000 € de capital, 10% de 1000 ça va vite. Hein, et tout ce qui sera au-dessus, vous allez payer des charges sociales. Mauvaise surprise, vous avez été mal informé et c'est certainement pas votre expert comptable qui vous a mal informé, c'est le bouche à oreille. Donc consultez un expert comptable. Alors justement, là tu parlais de quelque chose qui est intéressant, c'est que la majorité à l'heure actuelle des gens qui créent ou qui reprennent une entreprise sont toujours indemnisés par France Travail. Alors, du coup, ils sont immatriculés, oui. Ils sont toujours indemnisés par France Travail. Auprès de quel régime ils cotisent ces gens-là ? Est-ce qu'ils cotisent encore auprès du régime des salariés ou est-ce qu'ils cotisent et ils seront indemnisés par le régime social des indépendants? Alors, à partir du moment où on va s'immatriculer sur le site de l'INPI, on va recevoir un courrier de la CPAM en fonction des différents statuts qu'on aura. Hein. Si je suis salarié assimilé, je vais rester sur le statut des salariés. Mais par contre, si je bascule dans le statut des travailleurs non salariés, c'est-à-dire travailleurs indépendants, je vais recevoir un courrier de la CPAM qui m'indique que désormais, je dépends de la sécurité sociale des indépendants. Donc après, c'est tout un autre système de protection sociale et d'indemnisation qui va se mettre en œuvre. D'accord. Donc ça veut dire aussi qu'il faut bien comprendre comment on est assuré. Je ne sais pas si tu veux, on peut rentrer dans le détail, parce que là, pour le coup, voilà, l'arrêt de travail, il va être pris en charge en fonction du statut du travailleur non salarié. Au réel ou en micro-entreprise, je ne paie pas les mêmes charges sociales, forcément, je ne serai pas pris en charge de la même façon. Est-ce que juste avant, on peut parler des interlocuteurs des chefs d'entreprise? Oui, bien sûr. Donc vous êtes immatriculé, vous êtes indépendant. Concrètement, le paiement des charges sociales, auprès de qui ils le font? Alors, en fait, vous avez l'URSSAF, qui est l'organisme qui est chargé de collecter les charges sociales. Donc, à l'URSSAF, on paie les charges sociales. Vous avez la CPAM. Aujourd'hui, il n'y a plus de RSI depuis quelques années. Donc, ça a été supprimé, mais le système n'a pas changé. Hein. Donc, c'est la CPAM qui va vous indemniser. Et donc, au regard des cotisations que vous aurez payées à l'URSSAF. Et la CPAM, elle va vous indemniser pour les remboursements de soins, comme avant, pour les indemnités journalières, pour éventuellement l'ouverture de droits à la complémentaire santé solidaire. Donc, ça veut dire que vous avez des droits, hein, que peut-être vous les méconnaissez. Et elle va encore continuer à gérer la carte vitale, qui ne va pas changer, le numéro de sécurité sociale ne change pas. Donc, en fait, si vous allez sur le site de la CPAM, vous avez 3 onglets. Les particuliers, c'est celui qu'on connaissait quand on était salarié. Vous avez un onglet sur les professionnels, ce sont les professionnels de santé. Donc, c'est réservé aux professionnels de santé. Et il y a un onglet qui est réservé aux entreprises. C'est celui-là qui va concerner les travailleurs indépendants. Et c'est sur ce site-là que vous allez retrouver toutes les indemnités et le calcul des indemnités que la CPAM vous versera si vous êtes indépendant, en micro-entreprise, au réel, si vous êtes salarié assimilé, il est très bien fait et chapitre par chapitre, on voit comment vous êtes indemnisé et à quelle hauteur vous êtes indemnisé. Il y a un autre organisme, c'est l'assurance retraite. L'assurance retraite, c'est là où on va être pris en charge pour la retraite, donc c'est elle qui va nous calculer la retraite. Et donc pour les professions libérales réglementées, chaque profession libérale réglementée a sa caisse de prévoyance et spécifique et a ses règles d'indemnisation aussi spécifiques. Donc ça veut dire qu'en général, pour les professions libérales, voilà, elles ont une fédération ou un ordre qui pourrait quand même normalement les informer sur leur protection sociale. Mais c'est vraiment très à part. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé indemnisation. J'ai pris l'exemple
du régime des artisans commerçants. Oui. Si on Oui. rentre dans le détail du régime des général. professions libérales, chaque caisse, et il y en a énormément, il y a la caisse des experts comptables, la caisse des notaires, la caisse des avocats. Moi, en tant qu'agent général, j'ai ma propre caisse. Mmh. Chaque caisse indemnise à sa façon, on va dire, le chef d'entreprise. Et D'accord. vous avez, par exemple, des caisses qui ne donnent pas d'arrêt de travail. Donc là, c'est 0. Voilà, Mais on cotise. voilà. Ok. Donc, Donc c'est important de vraiment Ouais. faire le point avec son assureur par rapport à son statut, par rapport à son activité, pour déterminer ce que donne le régime obligatoire, pour savoir ce qu'on a besoin en complément. Mhm. Donc, niveau de vie professionnelle et personnelle, Oui, c'est j'ai ça. besoin de 4 000 € par mois, Mm. dis une bêtise, hein. Oui, Ma couverture standard me couvre jusqu'à 1 500 Mm. €. Donc, ce complément-là, on peut le couvrir via une assurance bien complémentaire. sûr, tout à fait. Et est-ce qu'on peut se surgarantir? Alors, non, Oui. non, avec une tolérance. Ça, c'est propre un petit peu à chaque compagnie. Oui. Moi, si je parle pour ma paroisse, chez Generali, on a une tolérance d'autour de 125% de la rémunération, D'accord. parce qu'on considère que la rémunération d'un gérant, elle peut un petit peu fluctuer. D'accord. ok. Voilà, selon ses résultats, selon les années. Donc, du coup, voilà, on a cette petite tolérance de 125%. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas la peine d'aller se surassurer. Vous allez payer beaucoup plus de cotisations. Il y a déjà beaucoup de charges qui pèsent sur une entreprise. Mmh. Si on se surassure, c'est qu'il y a un petit peu anguille sous roche. En général, le but, c'est quand même d'être bien assuré, mais pas surassuré. D'accord, ok. donc Merci. ça veut dire que toute la question qu'on va aborder, elle concerne le régime général. Les professions réglementées, Mm. c'est profession par profession, Oui. donc attention, hein, renseignez-vous bien auprès de votre assureur, qui est quand même l'interlocuteur privilégié pour ça. Alors maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, la couverture sociale de l'indépendant ne sera pas la même suivant son statut juridique, suivant sa rémunération, ce qu'il déclare, etc. Donc l'un des statuts les plus utilisés à l'heure actuelle, c'est l'auto-entreprise, donc le micro social simplifié de son vrai nom. Et on va voir justement si avec ce statut, vous êtes bien couvert ou pas. Alors, peut-être que je vais déjà vous dire ce pourquoi vous n'êtes pas couvert sur le régime obligatoire, hein. Après, Ouais. ça, c'est le régime volontaire, c'est l'assureur qui dit. Sur le régime obligatoire, attention, quand vous êtes travailleur non salarié, vous n'êtes pas pris en charge pour l'accident du travail et la maladie professionnelle. Donc ça veut dire que si vous avez un accident du travail, ce sera considéré comme une maladie ordinaire. Donc vous ne bénéficierez pas de tous les avantages de l'accident du travail. Donc là déjà une petite faiblesse dans la protection sociale. Il y a une exclusion. Est-ce que je me tourne vers mon assureur pour cette partie-là? Mais Alors, je vais me tourner vers mon assureur si je le sais. Parce C'est que ça. si je ne le sais pas, je vais le découvrir le jour de l'accident du travail et après, c'est un peu tard. Tout à fait. Alors après, dès lors qu'on a une assurance complémentaire prévoyance, nous, on ne fait pas de distinction entre arrêt de travail professionnel ou arrêt de travail classique. Donc c'est-à-dire qu'on est là pour maintenir le niveau de rémunération du dirigeant, peu importe l'origine, on va dire, et sur la durée de l'arrêt de travail. Donc dès lors qu'on a une couverture complémentaire, on est normalement, si on est bien assuré, assuré de maintenir son niveau de vie pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Alors, deuxième exclusion, on en a parlé, donc on va aller très vite. Le chômage pour les travailleurs non salariés, donc il n'y a pas de chômage. Il existe une petite assurance, une petite couverture qui s'appelle l'assurance des travailleurs indépendants, qui est versée par France Travail, donc il faut le connaître. Là aussi, c'est toute cette richesse de la connaissance que vous aurez de votre protection sociale vous permettra de réagir le moment venu. Et le moment venu, c'est quand il y a des difficultés quand même. Donc on en parlera peut-être après. Donc voilà, chômage, salarié assimilé, pas de chômage, et normalement TNS, pas de chômage, sauf cas particulier où il y a une petite indemnisation qui peut exister. Ce pour lequel on a tous droit on a la même protection sociale, quel que soit le statut, TNS, salarié assimilé, salarié, c'est la couverture maladie. C'est ce qu'on appelle PUMA, c'est-à-dire la protection universelle maladie.
Ça veut dire qu'on va être remboursé sur les mêmes bases, les mêmes taux. La CPAM va nous rembourser, quel que soit notre statut, sur les mêmes taux pour les médicaments, les médecins, les soins hospitaliers, les soins infirmiers. Voilà, on sera remboursé de la même façon, quel que soit le statut. Alors la grosse différence, c'est que quand on est salarié, l'entreprise est obligée de vous proposer une mutuelle. Donc forcément, j'ai une complémentaire qui va venir compléter le remboursement de la CPAM. Quand je suis TNS, c'est-à-dire indépendant, il n'y a personne qui va me dire « vous êtes obligé de prendre une mutuelle ». Et moi, ce que je recommande toujours, c'est surtout ne faites pas l'économie d'une mutuelle, parce que la santé, ça coûte très cher. Tout à fait. Tout à fait. Quand on est salarié, on est protégé par son patron qui a été obligé de mettre en place dans l'entreprise une mutuelle à caractère obligatoire et en plus avec des minima obligatoires. C'est-à-dire que soit on a les minima obligatoires réglementaires, soit on est affilié à une convention collective et c'est la convention collective qui fixe les bases de la mutuelle. Donc il y a quand même un cadre sur la mutuelle lorsqu'on est salarié et on sait qu'on a cette couverture. Lorsqu'on le passe travailleur non salarié, il faut se soucier de choisir sa couverture et là on l'adapte par rapport à ses besoins. Est-ce qu'une mutuelle traditionnelle peut être une mutuelle de travailleurs indépendants ou c'est vraiment des mutuelles qui ont été faites pour les travailleurs indépendants? Non, alors il y a des compagnies qui ont sorti des offres spécifiques pour les chefs d'entreprise en tant que travailleurs non salariés. Après, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur des mutuelles individuelles, c'est le même mode de fonctionnement. On peut avoir une mutuelle qui est à la fois une mutuelle de travailleurs non salariés ou d'individuels. La différence va se faire sur le cadre fiscal. Alors je ne sais pas si on aborde le sujet tout de suite ou si on l'aborde après. Le cadre fiscal pour un travailleur non salarié, sauf micro-entreprise, c'est qu'il a le droit de déduire sa cotisation mutuelle de son imposition grâce à la loi Madelin. Donc ça, c'est valable sur la mutuelle, c'est valable sur ses cotisations prévoyance, avec un petit bémol, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la partie décès qu'on ne peut pas déduire, et c'est valable aussi en retraite complémentaire. Donc les travailleurs non salariés, les gérants d'entreprise travailleurs non salariés, ont le droit à cet avantage fiscal pour les aider justement à mettre en place des régimes de protection sociale complémentaires. Ce qui veut dire que si je paye en tant qu'indépendant 2 000 € à l'année de cotisation pour ma mutuelle, je peux déduire, je fais 40 000 € de chiffre d'affaires, je peux déduire ces 2 000 € de mes 40 000 € de chiffre d'affaires, c'est ça le principe? C'est ça, je vais venir déduire ma cotisation je vais venir la déduire de chiffre d'affaires. Voilà, de mon chiffre d'affaires. Ça va réduire le bénéfice. C'est à la fois une charge et à la fois une charge déductible. Voilà. Et du coup, comme le bénéfice est plus faible de 2 000 €, bah forcément, on va payer moins d'impôts. C'est ça que ça veut dire. Et c'est toute la différence avec les micro-entreprises où, comme on ne peut rien déduire, et ben moi parfois j'entends des micro-entrepreneurs qui me disent ah ben non, moi je peux pas déduire, donc je prends pas. Attention, la santé ça coûte très très cher et on n'est pas à l'abri. Sans que ce soit quelque chose de grave, d'un accident qui va nous immobiliser, qui va coûter très cher. Tout à fait. La moindre opération, ça coûte excessivement. C'est ce que j'allais dire. Le moindre dépassement d'honoraires d'un chirurgien ou d'un anesthésiste, c'est quand même une somme à sortir. Donc, il faut sinon avoir une grosse capacité d'auto-assurance. Voilà. Et alors là aussi, mais moi, c'est intéressant parce que moi, parfois, j'ai des personnes qui disent, ben moi, je prends pas de mutuelle et je mets de l'argent de côté. Mais combien de temps je vais devoir épargner pour réunir un capital suffisant au cas où je dois me faire opérer, sachant qu'une opération, ça peut coûter 50 000 €. Hein. Oui, un traitement d'une longue maladie, ça peut coûter 100 000 €. Bah, voilà, c'est peut-être toute une vie pour obtenir, et encore peut-être je les aurai jamais. Donc en proportion, on a toujours l'impression qu'on paye pour rien, bah, tant mieux, ça veut dire qu'on est en bonne santé, voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais surtout on aura quand même une couverture en cas de problème de santé. Tout à fait, et en plus l'avantage c'est qu'on peut aussi un petit peu moduler sa complémentaire santé, c'est-à-dire que les gens qui arrivent à maîtriser leurs dépenses en optique, en dentaire,
etc. Ceux-là, j'ai envie de leur dire, c'est bien, vous avez un peu de sous de côté, vous maîtrisez ces postes-là, parce que c'est les postes qui coûtent Bien quand même sûr. les plus chers en complémentaire santé, mais par contre, ne faites pas l'impasse sur l'hospitalisation et les soins courants, et dans ce cas, on adapte la mutuelle par rapport à leurs besoins pour justement essayer de respecter un budget. Après, si vous avez un conjoint ou conjointe qui est salarié et qui a une très bonne mutuelle, se pose aussi la question, est-ce que vous n'avez pas intérêt à être couvert par sa mutuelle à elle ou lui, plutôt que de passer par une mutuelle d'indépendante. Ça, c'est un calcul à faire au niveau des cotisations et surtout des prestations aussi. Tout à fait. Alors, dans dans la continuité, je le dis parce que souvent, j'entends des chefs d'entreprise qui disent « nous, on paie beaucoup, on a droit à rien ». Donc vous avez droit à des choses, et vous avez droit en tout cas déjà à les mêmes remboursements de soins dans le cadre de la convention PUMA, et vous avez droit aussi à toutes les autres prestations sociales. Alors c'est fonction des revenus, mais comme tout le monde, et ça va être les allocations familiales, les allocations logement, le RSA. On peut avoir des difficultés au cours de sa carrière et se retrouver avec des revenus minimum. Vous avez droit à la complémentaire santé solidaire, c'est ce qu'on appelait avant la CMU complémentaire. Et surtout, alors vous avez droit à l'AH, l'allocation adulte handicapé, et vous avez droit à la prime d'activité. Le démarrage d'une entreprise, souvent, c'est un lancement avec des petits revenus. Peut-être que j'ai droit à la prime d'activité. Si je pense que si je me dis que j'y ai pas droit, je la demande pas. Et si je la demande pas, je l'aurai pas. Et ouais, c'est pas versé automatiquement. Voilà, donc pensez aussi que vous n'êtes pas exclu de tout. Vous serez exclu si vous ne cotisez pas, ça c'est sûr, quel que soit le régime, de toute façon. Mais sinon, vous avez des droits, vous pouvez y accéder. Ça c'est important de le dire parce qu'il l'oublie un petit peu. Alors, on va maintenant passer à l'incapacité. Alors, l'incapacité, la maladie peut-être, avant de passer sur l'invalidité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les indemnités journalières ? C'est soumis au paiement des charges sociales, donc pas de charges sociales, pas d'indemnité journalière. Alors, moi, je fais toujours un comparatif entre les travailleurs, les TNS, les indépendants au réel, et en micro-entreprise pour qu'on voit bien la différence. Quand on est au réel, on est obligé de payer des charges sociales minimales, même si on réalise pas de bénéfices. Et du coup, ça va vous donner un minimum d'indemnité journalière par jour. Qui est ce qu'il est, mais vous allez voir la différence avec la micro-entreprise où je ne suis pas obligée de payer toujours des charges sociales et zéro chiffre d'affaires et zéro charge sociale. Donc en fait, il y a un calcul qui est fait par la sécurité sociale et ces fonctions, alors je vais vous donner un ordre d'idée, c'est fonction des revenus que vous allez déclarer annuels. Donc vous allez voir que la base de référence, c'est à peu près 4 200 €. Si vous avez moins de 4 200 € et que vous êtes au réel, vous avez autour de 25 € minimum par jour d'indemnité journalière. Si maintenant vous êtes dans le statut de la micro-entreprise, c'est 0. Parce que vous n'avez pas suffisamment cotisé. Alors, il y a eu une petite modification depuis la crise Covid, parce que ça a fait quand même beaucoup de dégâts. Et donc, on considère aujourd'hui, la CPAM considère que si vous avez un petit peu cotisé, mais que vous êtes quand même en dessous des seuils, mais que vous avez quand même un petit peu cotisé, on vous assure un minimum, mais qui n'est pas le même, puisqu'on n'a pas le même niveau de charges sociales et ni de montant de payé. Et donc, ce montant-là, il est autour de 6 € par jour. Par jour, s'il faut. Voilà, et oui. Mais on ne peut pas à la fois payer 12% de charges sociales, ne pas payer de charges sociales quand on n'a pas de chiffre d'affaires et être indemnisé comme les autres entrepreneurs qui paient tout le temps des charges sociales avec un niveau autour de 50% en moyenne. Et le plafond, on est un petit peu au-dessus maintenant, on est autour des 62 € maximum de revenus. Mais 62 € maximum par jour, ça dépend des revenus. Sur des revenus moyens, ça peut être un bon complément où je continue à faire vivre ma famille comme avant, le temps que je me soigne. Mais peut-être qu'avant, je gagnais beaucoup plus que ça. Et le plafond fait que j'ai
pu prendre aussi des engagements au regard de mes revenus. Et des engagements, c'est j'ai des crédits, mon crédit pour ma résidence principale. Et là, alors normalement, on a une assurance, mais bon, c'est simplement pour dire qu'on a un train de vie qui est proportionnel quand même à ses revenus, et on peut se retrouver en difficulté financière. Voilà, ça c'est la grosse différence entre les micro-entrepreneurs, c'est le minimum pour avoir des indemnités journalières. Le minimum journalier, il n'est pas énorme. Je voulais juste faire aussi une petite parenthèse sur le conjoint collaborateur. Aujourd'hui, le conjoint collaborateur, il a un statut obligatoirement. Si le conjoint ou conjointe, collaboratrice, collaborateur, travaille dans l'entreprise et n'a pas fait l'objet de déclaration, c'est considéré par l'administration comme du travail dissimulé. Donc attention. Et ce statut de conjoint collaborateur, il est beaucoup plus protecteur qu'il y a quelques générations. Donc on oblige à payer une cotisation pour des indemnités journalières, pour la retraite. Et ça veut dire qu'il y a un vrai statut qui est reconnu maintenant pour le conjoint collaborateur, même si les cotisations ne sont pas très élevées. Et dernière chose pour le conjoint collaborateur, c'est que ce statut-là, il ne peut durer que 5 ans maintenant. Ça veut dire que ça reste quand même un statut précaire et qu'on impose à l'entreprise au bout de 5 ans de prendre une décision. C'est soit on sort du statut de conjoint collaborateur et on salarie pleinement la personne, soit la personne se retire et voilà, ou devient associé mais non rémunéré. Mais voilà, ça veut dire que c'est aussi un statut qui est protégé dans le temps. On ne doit pas s'installer dans un statut qui est plus précaire qu'un statut classique. Et bien maintenant, on va parler invalidité. Alors, l'invalidité... On ne parle pas de sujet facile. Voilà. Mais c'est pas très gai, mais il vaut mieux être informé plutôt que de découvrir le sujet à un moment où on est très malade ou en invalidité. C'est double peine, parce qu'on se retrouve sans revenus. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'on n'a même plus la capacité de rebondir. Donc, l'invalidité, c'est le médecin conseil de la CPAM qui va déterminer le niveau d'invalidité et qui va... alors, il y a des minimums d'indemnisation si on est en invalidité partielle ou totale. Et donc, ça veut dire que là, alors les minimums, je vous donne aussi un ordre d'idée. Le montant minimum, c'est entre 500 et 700 euros, selon si c'est une invalidité totale ou partielle. Et le maximum, c'est autour des 1900 euros. Maximum pour l'invalidité totale. Et 1200 euros, c'est un ordre d'idée là aussi pour l'invalidité partielle. Donc, ça veut dire aussi que je me retrouve dans l'incapacité de travailler. Et je n'ai plus les revenus et je ne peux plus aller chercher des revenus qui vont me permettre d'améliorer ma situation. C'est pour ça que la prévoyance est vraiment très importante. Oui, tout à fait. Et en plus, j'ai envie d'ajouter, parce qu'on a beaucoup de créateurs, je pense, qui vont nous regarder, ça peut faire peur d'avoir une charge de plus en prenant un contrat de prévoyance. La plupart des compagnies d'assurance proposent pour les créateurs d'entreprises des réductions importantes sur la première année, voire les suivantes. Nous, par exemple, chez Generali, pendant 3 ans, on va proposer une réduction commerciale qui est dégressive, mais qui est quand même intéressante. Et du coup, je trouve dommage de passer à côté d'une couverture qui vraiment est pertinente et très importante pour le coup, parce que vraiment, on n'est pas sur une cotisation avec un coût très important. On adapte en plus, on n'est pas obligé non plus, si on a une très grosse rémunération, d'assurer la totalité de sa rémunération. On peut, parce que tout à l'heure on parlait d'assurer plus que ce qu'on gagne. Alors autant là, c'est pas recommandé. Par contre, assurer moins que ce qu'on gagne, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui aurait une très grosse rémunération peut choisir de ne s'assurer que pour la moitié, parce que finalement avec la moitié, il vit correctement jusqu'à la retraite. Donc c'est aussi une possibilité, parce que ça, on rencontre des personnes qui ont de grosses rémunérations, pour qui la prévoyance est trop importante en termes de coûts. Dans ce cas, trouvons un compromis, trouvons un juste milieu qui vous permette de vivre sereinement jusqu'à la retraite, si jamais vous êtes en situation d'invalidité jusqu'à la retraite. Là, tout à l'heure, on en parlait, Véronique, tu en parlais, mais en priorité, dans mon contrat de prévoyance,
Donc incapacité, donc vous êtes temporairement pas capable de travailler, ou invalidité. Là-dedans, qu'est-ce que je regarde en priorité? Alors, je regarde mes niveaux de franchise. D'accord. Je regarde mon niveau d'indemnisation. Franchise, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est qu'une franchise? Franchise, c'est le délai sur lequel nous n'intervenons pas et il est lié à la nature de l'arrêt de travail. Alors ça n'est que pour l'arrêt de travail, pas pour l'invalidité, puisque l'invalidité découle de l'arrêt de travail, on ne réapplique pas de franchise à ce moment-là. Elle est juste pour l'incapacité et on a 3 catégories, c'est la maladie, l'hospitalisation et l'accident. Donc on détermine 3 niveaux de franchise. Donc ça, c'est quand même important de les connaître et de les choisir, parce qu'elles sont à notre main en général. Ensuite, ce qui est très important à regarder, c'est le niveau de rémunération qu'on a pris en compte pour le calcul des indemnités. Voilà, elle est vraiment là, la discussion. Et la cotisation, après, elle est fixée par rapport à quoi? Par rapport à la nature de l'activité, l'âge du capitaine Exactement. En fait, elle est vraiment... on est sur de l'assurance pure, donc on va aller regarder à la fois sa profession, son âge, bien sûr. Souvent, on regarde s'il est fumeur ou non-fumeur, s'il fait des sports particuliers, parce que ça arrive. Et si on veut assurer des sports particuliers, tels que de l'escalade ou des choses vraiment spécifiques, on peut le faire, mais ça va jouer forcément sur la cotisation. Ensuite, qu'est-ce qui... Bon, c'est déjà pas mal. Mais plus on est jeune et moins ça va coûter cher. Tout à fait, exactement. En fait, les cotisations sont des assurances, quelles que soient les assurances, elles sont construites à partir des statistiques. Alors forcément, quand on a 20 ans, statistiquement, on est moins malade que quand on en a 70. Donc forcément, quand on prend de l'âge, l'assurance est très bien qu'elle va certainement intervenir plus souvent que quand on est jeune. Voilà pourquoi une mutuelle est beaucoup plus chère quand on a 20 ans, beaucoup moins chère quand on a 20 ans plutôt que 70 ans. Oui, mutuelle ou prévoyance, de toute façon, c'est la même chose. On est vraiment basé sur l'âge et le tarif en découle. Et donc là, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut engager avec son assureur en toute confiance. Je le dis parce que on va étaler toute sa vie, mais c'est important parce que s'il manque un élément de cette vie-là, et l'assurance sera pas adaptée et va pas correspondre à nos attentes. Donc, est-ce que j'ai des revenus complémentaires? Peut-être que j'ai des revenus fonciers qui font que je peux prendre une franchise plus longue et j'ai pas besoin d'être indemnisé. Mais tout ça, si vous le dites pas, l'assureur, lui, il va vous répondre en fonction de ce que vous allez lui dire. Donc, allez-y en confiance. Nous, on est vraiment là pour apporter une approche globale à notre client ou à notre prospect, lui expliquer ce dont il a besoin, l'accompagner pour qu'il ait en fait toutes les cartes en main pour son avenir. Après, libre à chacun de choisir, mais il faut pouvoir choisir en connaissance de cause. C'est sûr qu'on a tous des problématiques de cotisation et de prix, mais il faut savoir quand même avant ce qu'on risque et ce qu'on est capable d'assumer ou non. Et ça, il n'y a que en ayant fait un audit avec son assureur qu'on peut savoir et qu'on peut choisir. Et je vais aller un petit peu plus loin, c'est que cet audit, on le fait au moment où on va souscrire le contrat. Mais on le fait régulièrement parce que j'étais pas mariée, je me marie, j'ai des enfants et la vie où je divorce. Ma rémunération change. Ma rémunération change, donc tout ça il faut le faire évoluer. Sinon, c'est des rencontres régulières qu'on doit avoir avec son assureur, comme on l'avait dit avec son banquier. Ça, et c'est là où on va établir une relation de partenariat. Exactement. Comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Alors, autre volet, on a vu la maternité, la maladie, l'incapacité, l'invalidité. Maintenant, on atteint le sommet avec le décès. Le décès. Le décès, la problématique du décès, c'est qu'on n'est plus là. Oui, mais on laisse derrière nous des fois... on laisse derrière nous potentiellement beaucoup de peine. Et à ça, il ne faut pas qu'on y ajoute des problèmes financiers. Voilà. La peine est suffisante. Donc, il faut savoir que la CPAM verse un capital décès
qui est versé. Alors, il y a des conditions, hein, il faut avoir cotisé un certain temps, mais c'est un montant forfaitaire. Il est autour de 8 800 € si on est encore en activité. Alors, on est toujours sur les travailleurs indépendants. Hein. Oui, oui. Donc, si on est toujours en activité, c'est à peu près 8 800 €. Et si on décède, mais qu'on était retraité, et faites passer aussi l'information. Si on a cotisé pendant un certain temps dans le régime des indépendants, les ayants droit ont droit à ce versement de capital qui est autour de 3 600 €, hein, parce que les montants sont revalorisés chaque année. Alors, la problématique, c'est que ce sont les ayants droit, alors le conjoint survivant, ça peut être les enfants, qui vont le demander, qui doivent le demander, ce capital. Donc, s'ils ne sont pas informés, ils ne le demanderont pas. Et parfois, c'est pas du luxe, hein, de recevoir ce petit montant. Enfin, on peut trouver que c'est pas grand-chose, mais quand on a des frais d'obsèques à payer, ça va très vite. Hein. Et donc, il est important, même si c'est le décès, hein, il faut parler de ces choses-là. Et alors, moi, je dis toujours aux personnes, vous avez souscrit un contrat d'assurance chez un assureur ou une banque, vous allez dire à votre conjoint, tiens, j'ai souscrit un contrat d'assurance décès. Cette assurance décès de la CPAM qui découle du régime obligatoire, alors on n'en parle jamais parce qu'en fait on ne le connaît pas, hein, tout simplement. Donc il faut que absolument vous connaissiez toute l'étendue de la couverture de votre protection sociale pour après avoir tous les éléments le moment venu que vous allez utiliser ou qui seront utilisés par vos ayants droit. Alors, ces 8 000 €, c'est pas non plus, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, donc ça veut dire qu'on peut le compléter avec un contrat d'assurance décès, et là aussi, c'est pas non plus des sommes faramineuses. Oui, tout va dépendre du capital que l'on souhaite assurer, mais c'est pas des sommes pharaoniques, c'est clair. C'est important d'évaluer ses besoins, c'est-à-dire de savoir malheureusement qui on va laisser derrière. Savoir ça va dépendre également de la profession du conjoint, si le conjoint est capable d'assumer seul derrière ou s'il va avoir besoin d'un capital. Ses enfants, alors là on a 2 déclinaisons, que ce soit pour le conjoint ou pour les enfants, on a le capital décès, mais on peut aussi sortir en rente avec des rentes de conjoint et des rentes d'éducation. La rente d'éducation peut être pertinente dans pas mal de cas parce qu'elle permet au conjoint de se reposer sur cette rente pour les frais de scolarité, pour l'éducation des enfants, et elle court jusqu'à la majorité de l'enfant, voire plus s'il poursuit ses études. Donc c'est quand même des questions à aborder. C'est pour ça que c'est très important de bien se connaître, de bien connaître la personne qu'on a en face, sa situation personnelle, parce que là pour le coup, le décès quand il est souscrit pour ses ayants droit, il est capital et il est vraiment fonction des besoins, fonction de la situation personnelle. Et là, est-ce qu'une personne qui est travailleur indépendant, pas en micro, est-ce que les cotisations sur le capital décès peuvent être éligibles à la loi Madelin, ou est-ce qu'il n'y a que les rentes qui sont éligibles à la loi Madelin qui pourra déduire du coup? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je mettais un petit bémol quand on a parlé de la loi Madelin sur la partie décès. En effet, dès lors qu'on verse un capital, la loi Madelin ne s'applique pas. On ne peut pas déduire toutes les cotisations qui vont donner lieu à un capital. D'accord, ok. Par contre, aujourd'hui, justement pour contourner un petit peu ce problème ou ce frein, on va dire, beaucoup de compagnies d'assurance proposent à leurs clients de choisir que le capital décès soit versé en capital, comme c'était la norme jusqu'à maintenant, ou de choisir une rente. C'est-à-dire que du capital, on fait découler une rente. Si on choisit cette deuxième option, là, on peut déduire également cette cotisation au titre de la loi Madelin. La rente de conjoint, la rente d'éducation, elles seront déductibles par contre, puisque c'est une rente. D'accord. Donc c'est important de bien dialoguer avec son assureur, de bien comprendre comment fonctionne le contrat d'assurance. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est engager le dialogue avec votre assureur. Vous n'avez pas compris certains éléments, vous reposez la question. C'est très technique, c'est un vrai métier. Hein, exactement, donc, c'est très complexe. Il faut avoir une expertise et on s'en remet. Et du coup, dernier volet,
La retraite. La retraite, alors on n'a pas parlé de l'assurance chômage quand même, Ah oui, c'était un oui. peu le suspense. Exact. Alors, On en a vaguement parlé tout à l'heure. voilà, alors avant d'aborder la retraite, voilà, il existe une petite assurance chômage qui est donc là, on sort du cadre de la CPAM, puisque comme c'est de l'assurance chômage, c'est France Travail qui va prendre le relais. Donc c'est un autre organisme qui va vous verser cette ATI, c'est-à-dire assurance chômage des travailleurs indépendants. Et donc, il y a une succession de conditions à respecter. Alors, on ne va pas les lister. Moi, je vous encourage à taper vous allez sur France Travail et vous tapez assurance chômage des travailleurs indépendants ou ATI et vous allez avoir tous les critères qui vont vous permettre de pouvoir percevoir cette indemnité. Elle est surtout liée au fait que l'entreprise n'est plus viable. C'est pas j'ai décidé d'arrêter mon entreprise et je vais faire autre chose, donc je demande à être indemnisé. C'est je suis dans une situation, mon entreprise est dans une situation difficile, elle n'est plus viable, économiquement fiable, je l'ai fait attester, mais je n'ai plus besoin de passer par la procédure de liquidation judiciaire. Donc ça c'est important parce que c'est quand même assez traumatisant pour les chefs d'entreprise d'aller au tribunal et d'avoir cette procédure. Et donc en général ils le demandaient pas, c'est pour ça que ça a été assoupli ces dernières années. Et donc on peut avoir au maximum 800 € pendant 6 mois. J'ai envie de dire que 800 € pendant 6 mois quand on est dans une situation précaire financièrement, c'est mieux que zéro. Voilà. Donc allez voir sur le site de France Travail, vous tapez ATI et vous aurez toutes les informations qui vous permettront d'avoir voilà, encore une information complémentaire. Mais vous voyez que c'est très large la protection sociale, donc il faut s'y intéresser parce que ça peut arriver ou on espère que ça n'arrivera jamais. Et enfin la retraite. Ouais. Alors la retraite c'est très simple, on va tous travailler, enfin presque moi aussi, on va tous travailler jusqu'à 64 ans. C'est la réforme, c'est pour certaines catégories, pour certaines années, on a rallongé un petit peu. Et donc à terme, donc c'est 60 pour les plus jeunes, 64 ans minimum départ à la retraite et donc jusqu'à 67 ans. Donc retraite pleine. Le calcul se fait comme quand on est salarié, donc on prend les 25 meilleures années et dans ces 25 meilleures années, on va y prendre le salariat et les périodes où j'ai été indépendant. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne le système de cotisation des indépendants, parce que si je ne cotise pas, c'est-à-dire ne pas cotiser, c'est ne pas payer de charges sociales ou en payer très peu. Et ça veut dire que je n'aurai pas de retraite. Et il ne faut pas que je le découvre au moment de la retraite. Ça, ce sera trop tard. Donc, 25 meilleures années en fonction du nombre d'années qu'on a travaillé, du nombre de trimestres qu'on a validé et en fonction des revenus qu'on a eus avec un revenu minimum qui est pour les salariés assimilés, c'est de l'ordre de 7 000 € bruts dans l'année. Pour les indépendants, pareil. Pour les micro-entrepreneurs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va regarder le calcul des cotisations. Est-ce que vous avez cotisé suffisamment? Donc là, c'est un petit calcul à faire. On peut peut-être se rapprocher d'un expert comptable. Bon, c'est pas le propre des micro-entrepreneurs d'avoir un expert comptable, mais voilà, il faut absolument à la fois cotiser et déclencher des revenus. Il y a un revenu minimum qui est demandé, quel que soit d'ailleurs le statut. Donc il faut bien se tenir informé. Il y a un guide qui est très très bien fait. Alors on ne détaille plus le calcul de la retraite, mais c'est le guide de l'URSSAF. Il y a un guide auto-entrepreneur, vous tapez guide auto-entrepreneur URSSAF, et vous avez un guide aussi pour les créateurs hors statut auto-entrepreneur, et on vous explique tout ce dont on a parlé aujourd'hui, sauf grande richesse, la partie prévoyance qui est hyper importante. Donc c'est ce qui va compléter la perte de revenus et qui va permettre de surmonter la difficulté. Et donc au niveau de la retraite, au niveau assurantiel, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, au niveau retraite complémentaire, on a bien sûr des produits pour compléter ce qui va être donné par le régime obligatoire. Donc, on a eu quand même une belle évolution ces dernières années sur l'assurance retraite facultative. Jusqu'à présent, alors c'est pareil, en retraite, il faut distinguer les statuts du chef d'entreprise. Donc, soit il est TNS, un travailleur non salarié, soit il est salarié de son entreprise. Donc là, il ne va pas cotiser tout à fait de la même façon et les règles fiscales et sociales ne vont pas être les mêmes. Si on prend donc le cas du travailleur non salarié, il va pouvoir cotiser en retraite. C'est lui qui va fixer en fait les cotisations qu'il peut verser. En général, c'est plutôt ce qu'on peut verser plutôt que ce qu'on veut. C'est très libre. Il peut mettre en place un plan de versement mensuel. Au moment où il fait son bilan avec son expert comptable, dire tiens, j'ai un petit peu plus de fonds finalement, je vais en profiter pour en rajouter cette année. Okay. Oui, c'est assez libre en fait. C'est très souple. Et grâce à la dernière loi qui est passée, on va véritablement vers des produits qui sont plus des produits financiers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc jusqu'à il y a quelques années, la loi Madelin obligeait à ce que les contrats retraite soient sortis en rente, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'était la possibilité de déduire qui l'imposait. Aujourd'hui, la loi Madelin sur les contrats retraite a été revue et le client peut choisir, à la sortie, à 64 ans, on va dire, de récupérer soit le capital, soit la rente. Donc là, on a un choix qui se fait et qui ne s'offrait pas à nous avant, de choisir si l'on préfère prendre le capital, la rente, voire si on veut faire un capital fractionné. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus souple qu'avant, ce qui fait que, j'ai envie de dire, ça s'ouvre à un plus grand public, parce que les cotisations, si on met des petites cotisations, on ne donne pas des rentes très importantes à la sortie. Si on peut récupérer un capital, on est plus enclin à verser que si on est bloqué sur une rente. Donc c'est vrai que cette souplesse qui a été mise dans la loi Madelin des contrats retraite permet une ouverture, et c'est pareil, il faut aussi en discuter parce que c'est quand même intéressant quand on arrive à la retraite de pouvoir compléter ce qui va être donné par le régime obligatoire. Donc c'est bien, là aussi, de faire un audit, pour savoir un petit peu où on va. Il y a des âges un petit peu, des âges charnières. C'est peut-être pas le premier contrat qu'il faut souscrire quand on crée son entreprise, parce qu'on a aussi besoin de se créer un petit peu de trésorerie. Mais je pense qu'il faut y penser rapidement, quitte à mettre en place des versements faibles, mais prendre une date, commencer à épargner pour sa retraite, et voir son assureur de temps en temps, faire le point. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces contrats, on a une diversité de fonds, on a une possibilité vraiment de produits financiers derrière qui permettent d'obtenir de bons rendements. Donc plus on commence tôt et plus on se génère des rendements, et tout ça va favoriser quand même notre niveau de vie à la retraite. Donc c'est pas négligeable. C'est vrai que pour les plus jeunes, il faut les encourager le plus tôt possible à épargner aussi. Alors c'est vrai qu'on se projette très loin, la retraite, tout à fait. Ça fait loin pour un jeune, mais pour autant, notre système de retraite par répartition, il va être difficile à remettre en question, parce qu'on est tous, les générations sont toutes solidaires les unes aux autres. Les actifs paient les retraites des retraités et ainsi de suite, donc c'est compliqué. Ça me semble compliqué de remettre en question totalement ce régime-là. Donc sur quoi les pouvoirs publics vont agir, c'est sur les montants des retraites qui vont diminuer quand même. On voit bien de toute façon que de génération en génération, on perçoit moins de montants de retraite, et donc c'est pour ça qu'on encourage toujours les jeunes le plus tôt possible, dès qu'ils peuvent, c'est d'épargner sur la retraite. Ça, c'est important. Alors moi, je voulais apporter un élément hyper important pour les micro-entrepreneurs. Dans les charges sociales que vous payez, vous avez les 12%, 12,3% ou 22,1% ou 2%. Vous avez une répartition des cotisations. À l'intérieur, je vais payer un pourcentage pour la maladie-maternité, un petit pourcentage qui sera affecté à l'invalidité-décès, et un pourcentage sur l'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire la retraite de base, et un petit bout aussi, un pourcentage sur l'assurance vieillesse complémentaire. Alors, il y a une particularité, alors il faut rentrer dans le détail, mais moi je vous donne l'information. Pour les professions libérales du régime général,
vous ne cotisez pas à l'assurance vieillesse complémentaire. D'accord. Donc ça, c'est hyper important. C'est une grosse faiblesse du statut de micro-entrepreneur et qui n'est pas visible parce que c'est noyé dans le montant total des charges. Et donc là, maintenant que vous êtes alerté, tournez-vous vers un assureur parce que vous ne cotiserez pas pour une complémentaire. Alors que vous pensez que vous cotisez pour. Voilà. Et là, pour le moment, alors, c'est vrai qu'il y a des instances qui poussent pour que ça change. Pour le moment, on en est toujours à ce bout de cotisation d'assurance vieillesse complémentaire qui est à 0% à l'intérieur des cotisations. D'accord. Voilà, je crois qu'on a abordé quand même pas mal de points. Alors c'est très dense, mais pour retrouver toutes ces informations, si on veut résumer, tout ce qui concerne la maladie, invalidité, décès, vous allez sur le site de la CPAM, onglet entreprise, et comme ça vous retrouvez toutes les caractéristiques. Pour la retraite, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez quand même le site de l'assurance retraite qui va vous tenir informé. Et pour le complément, vous avez aussi quand même l'assureur qui est là pour vous accompagner dans cette protection et cette protection à faire évoluer au fur et à mesure de la carrière professionnelle. Et ceux qui veulent voir aussi pourquoi ils cotisent et auprès de qui ils cotisent, donc les URSSAF, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, il y a quand même pas mal de simulateurs. Oui, tout à fait. Notamment qui vous permettent de savoir un petit peu sur quelle base vous allez cotiser, minimum, maximum, etc. Donc n'hésitez pas aussi, et sachant qu'aux URSSAF, il y a aussi pas mal de prestations auxquelles vous avez droit, mais dont vous n'êtes pas forcément au courant. Alors il y a un numéro de téléphone, n'hésitez pas à les appeler parce qu'aux URSSAF, franchement, ils sont très abordables et très disponibles. Donc vous pouvez les contacter, alors je n'ai pas le numéro de téléphone, mais vous pouvez les contacter par téléphone ou par mail. Voilà, ça c'est important. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci. Merci Laura. à vous pour l'invitation. Merci Véronique pour la coordination. Avec plaisir. Et puis, toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt. Bon appétit et merci pour tout. Merci. Au revoir.